Hein? T'es coquine. Oui, t'es coquine, oui. Coquine. Tu vas chercher la galante, des grosses chats gris. S'il y en avait un chat qui lui ressemble, moi je voudrais bien, mais elle est spéciale. Elle est mignonne, elle est affectueuse, mais elle est spéciale. Oh, elle est là, c'est des commandes. Ah, elle est là-bas. À la praline, parce qu'il n'y avait que des pralines à l'époque. Si j'en avais mangé tous les jours des pralines. Ça m'avait marqué, moi j'ai dit maintenant, mais des gosses comme ça manger chiquer du tabac. Il est paradisien. Mais si, il y en a plus de chiqueurs maintenant. Tellement, ils battraient les fumeurs. Ils pourraient chiquer, mais personne ne le verrait. Il ne faut pas de fumer. Oui, j'ai une personne. Hein, on met de la confiture avec. Les gamins, c'était l'habitude à la campagne, il fallait aller souhaiter la bonne année un peu à tout le monde. Mais on se mettait ensemble, les gamins, nous on faisait bien plusieurs bandes. Et on allait souhaiter la bonne année à ceux qu'on présumait qu'ils seraient généreux. Parce que les pralines, tout le monde a mangé. Mais quand on avait droit à une crotte au chocolat, ben là on était heureux. Ah, putain, oui. Et c'est pas tout le monde qui pouvait l'offrir. Le chocolat, tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. Eh bien, on s'était trouvé, des gamins, c'était absurde, des pauvres gamins qui étaient timides, ils n'osaient pas aller dans la maison, même étant pauvres, ils n'osaient pas aller faire la mendicité. Ça s'est trouvé. Qu'est-ce que tu fais d'aider? Eh bien, nous, la bande un peu plus vieille que les gosses, on leur donnait des pralines et eux nous donnaient du chocolat. On a vu la misère, ces pauvres gosses, je les revois encore, tous les pédaliers là. Il y avait une famille chez la Rosette, on va l'appeler, il y a des 7 ou 8, avec ce que je te dis, ceux qui avaient la table comme ça. On en a vu la misère. Mais maintenant, il y en a bien encore. Mais elle se remarque moins. C'est qu'ils n'avaient pas de secours. Oui, c'est le progrès, disons que c'est le progrès. Le chargé de veillon, là, que tu parles, Bon, mais enfin, c'est le programme et les gens peuvent réfléchir. Frédéric et son fils n'étaient pas d'accord. Le petit, qui a 15 ans, je crois maintenant. Qui? Romain. Il a 11 ans. 11 ans, oui. Il voulait qu'on lui achète un portable. Et son père a dit, tu en auras que quand tu seras dans un lycée ailleurs que chez nous. Mais jusque-là, je t'en rachèterai pas. Et bien tu vois, maintenant on interdit. On interdit pour les enfants. Que les enfants. Ils n'ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Mais non. Non. C'est ce que fait. Il me dit, souvent il dit Frédéric qu'il en aura besoin. Il n'est pas content, mais il n'en a pas besoin. Il y en a un qui a on a au-devant de leurs désirs, des enfants, on le leur impose. Mais en plus, ils disent, il y a des psychologues et tout qui disent que c'est très mauvais parce que c'est important de désirer quelque chose, d'être frustré de ne pas l'avoir. Et maintenant, ils n'ont même plus ça. Non. Ils font ça et hop, ils l'ont. Ils l'ont, c'est tout, sans désir. Ah oui, la vie, c'est autre chose. C'est compliqué, hein. C'était lourd. Pour se déplacer, monsieur, il avait sa voiture, mais moi, j'avais pas de jambe. Et je ne pouvais pas toujours lui dire, amène-moi au bouchard pour faire les courses ou quoi. Bon, ouais, débrouille-toi. Alors, moi-même, j'étais cruelle. Alors, j'ai dit, comment je vais faire? Moi, je voulais même acheter une mobilette. Mais comment je vais faire? Parce que ça faisait, on n'avait pas un gros capital à ce moment-là, parce qu'on était de ménage. Et mais je ruinais moi-même. J'ai dit, je vais l'avoir un jour, je vais au bouchard, bien sûr. J'avais aucun moyen de locomotion. Et je connaissais très bien un marchand de vélo et mobilette que je connaissais très bien, qui était de Chapelle, qui était apparenté à la Chapelle. Donc il me tutoyait du reste. Et je vais le voir, naturellement, un air un peu trop sûr. Je me disais, je vais tomber sur un bec peut-être.
Je l'ai appelé par son prénom, je lui ai dit, je viens ici, je vais d'abord vous demander un service, s'il vous plaît, monsieur, comment il s'appelait? Tu ne te rappelles pas? Non. Non, enfin, ça fait rien, mais si tu te rappelles. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas faire de la mobilette, j'ai jamais fait de mobilette. Mais est-ce que vous pourriez me prêter un véhicule de façon que je puisse prendre quelques leçons de mobilette pour voir si je suis capable de me tenir dessus? Mais bien sûr, tiens, il y en a une, elle fait que ça, tu n'es pas la seule à venir me le demander, elle fait que ça. Et donc, il dit, allez, tu sors, tu seras fait comme un vélo, tu n'as pas besoin de pédaler, mais tu verras, fais attention dans le bourg d'Obja. Il n'y avait pas l'affluence qu'il y a maintenant. Alors, j'ai fait le tour d'Obja, je suis revenu comme un chef. Je suis contente de moi-même, j'ai dit oui, mais c'est que maintenant il faut la rendre. J'ai pris une leçon toute seule, mais maintenant, la conclusion qu'on va l'être. Alors, je lui dis, écoutez, oh, que je suis venu pas pour en plus, ça va. J'ai dit, c'est très bien, je m'en sors très bien, je serai toute heureuse de la voir. Mais j'ai dit, je vais vous faire une proposition et je pense que vous serez favorable à me faire plaisir. J'ai dit, moi je la prends, la mobilette, je vous l'achète, mais je ne peux pas vous la payer d'abord. Je ne peux pas vous la payer, je n'ai pas l'argent nécessaire pour vous la payer, puisque j'avais rien dit à personne. Mais tu peux bien croire que j'ai confiance en toi, hein. Je connais bien tes parents, tes beaux-parents, j'ai confiance en toi, je sais bien que tu n'es pas une farfelue. Alors me voilà parti à mobilette, traverser l'Obja. Je le voyais ce pauvre homme, il me regardait, ils n'avaient pas d'enfant, il riait dans sa barbe tout seul, il était heureux comme tout. J'arrive ici, non, on ne fait plus travailler sur la route là-bas. Fier comme un canon. Moi, je traverse Obja, Murat, là, et je vais retrouver le père Prodel qui faisait des rigoles dans le pré, chez moi, ce qu'on appelle. Et je vais sur ma mobilette directement à côté de lui. Tu aurais vu ses yeux, il faisait quand il m'a vu atterrir à côté de lui. Mais comment? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, tu vois, on me l'a prêté. On a eu confiance en moi, on me l'a prêté. Si tu n'es pas au courant, maintenant, je t'avertis que c'est décidé, je m'achète une mobilette. Tel que ça. Il me dit, alors c'est lui qui me dit, mais oui, mais quand mes parents vont te voir, tu sais, ils ne sont pas toujours faciles, peut-être qu'ils pourraient mal le prendre. Oh, tes parents, je m'en fous, je me débrouille. J'arrive là, ma mobilette, je repars, je fais le tour de la route, j'arrive là, devant la porte. J'étais fière. Ils étaient tous les deux sur le pas de la porte, mon beau-père, ma belle-mère. Des yeux ébahis. Il dit, mais où tu as trouvé ça? Mon beau-père me le dit en patois. Il n'est pas méchamment, il riait dans sa barbe. J'avais vu qu'il avait compris. Il riait dans sa barbe, mais ma belle-mère, elle ouvrait les yeux, tout ébahi. Et bien j'ai dit, écoutez, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, mais on me la prête, mais je leur ai donné la certitude que je l'achète. Ma belle-mère, qui était si radine, elle me dit, eh bien écoute, c'est pas toi qui l'achèteras, nous te l'offrons, nous te la payons. Tu peux la garder et aller la payer tout de suite. Tu sais, si elle me serait tombée sur la tête, ça ne serait pas été pire. J'aurais jamais cru ça de ma belle-mère. C'est le seul cadeau qu'elle m'a fait. Mais qui m'ont fait, parce qu'ils étaient bien contents tous les deux. Je les ai un peu surpris, mais ils voyaient que pour moi c'était impossible de me déplacer à pied. Après, bien sûr, on a connu la voiture, c'était différent, mais pour se déplacer à pied, c'était pas évident. Alors, cette première mobilette, je te dis, ça datait de... Quelle année c'était? Tu t'en rappelles, toi, Didier? Ça devait être... Vous étiez enfant. Je ne sais même pas si Marie-Claude 60, 61, 62, par là. Je ne sais même pas si Marie-Claude était née. Et puis après, elle marchait, hein. Rappelle-toi que ça pédalait. Et tu vois, j'y rêve plus souvent qu'ici. Hein? Tu rêves plus souvent qu'ici? Oh oui. Ah. Parce que, écoute, comment on prend ça, Henri, quand tu arrives de la guerre et que le train t'amène en Allemagne? Quelle chose tu te fais pour l'avenir? Qu'est-ce que tu penses? Tu es là prisonnier, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Non? Je ne sais pas quoi te dire là. Parce que On a eu des débuts de captivité et qu'on a souffert comme des chiens. Mais quand ceux qui ont été mis dans les fermes
et qui sont bien tombés, comme moi, mais ils n'étaient pas malheureux. Bah, bien sûr. Et on était bien vus. Et ouais, en plus. Ouais. C'était parce que- Ah oui, on était bien mieux vus que les Russes, ils ne pouvaient pas sentir les Russes. Bah, les Russes, c'est ceux qui avaient trahi les Allemands, puisqu'au début, ils Oui. étaient avec, Ah oui. avec Hitler. Hein. Alors ça c'est quelque chose qui leur plaisait pas, quoi. Oui, mais arrivé en Allemagne, est-ce que tu te prévoyais faire un si long séjour là-haut? Oh, peut-être. Enfin, bien sûr qu'on ne pouvait pas penser la vérité. Mais dans notre idée, on pensait que la guerre ne pouvait pas durer parce qu'on était tellement nombreux de prisonniers qu'on se dit que ça ne peut pas durer. On est, la moitié de l'armée française est captive. En Allemagne. Et en Allemagne. Et finalement, l'armée française en avait encore des hommes. Et pourtant, on était presque 2 millions de prisonniers. Il y avait 2 millions de prisonniers. Oui, presque Bah, 2 ils millions. ont été tous pris. Par force, ou alors ils sont allés pas pour les embrasser, mais pour les attirer. Les années passent, mais elles sont longues quand même. Ouais. En fait, tu nous en as toujours parlé avec du bon et du mauvais de ton passage en Allemagne. En conclusion, Oh, t'as des bons souvenirs quand même. Hein? T'as des bons souvenirs quand même. Que t'as des bons souvenirs de l'Allemagne. Des bons souvenirs? Oui. Oui, on en a de bons, mais lesquels? Ah, ça je ne sais pas te dire. Hein? ah oui, oui. Ah, il y en a peut-être certains qui ne sont pas avouables, hein, mais bon. Oui, peut-être, comme tu dis, oui. Mais c'est naturel. C'est naturel, oui, C'est comme tu naturel. dis. La vie est comme ça faite, c'est naturel. Je suis parti en 1936, au mois de septembre, et je suis rentré en 1945 le jour 5 juin. 9 ans. Ouais, ouais. Regarde, ça fait 9 ans. 9 ans. 9 ans qu'on t'a volé. Oui, et comme personne ne peut me les rendre. Ouais, ouais. Le Stalag 4B, alors que, 4A, alors qu'après on a passé au Stalag 4B. Alors il y avait des baraques qui étaient... il y en avait une de montée et 9 dedans de démontée. Et on nous a occupés à monter ces baraques. Comme si les Mais attendaient pas. il est venu un Allemand qui cherchait quelqu'un qui sache greffer. Oh, moi j'ai levé la main, j'ai dit, je sais bien greffer, sans doute que... Et alors c'était les routes, tout le long des routes, il y avait des cerisiers de plantés. Il m'a donné des greffons et les outils pour le faire. Il a regardé comment je faisais et il a dit, bon, c'est goûte. Bon, quand il a été parti, j'ai dit, mais écoute, moi je ne vais pas pousser ces cerisiers-là. Et je crois que s'ils veulent les faire changer de variété, c'est qu'ils ne donnaient pas assez. Mais moi, pour moi, je m'en fous. Alors, je me suis mis à couper des greffons après les arbres que je greffais, et toutes les fois que j'en posais un, j'en jetais un de ce qu'il m'avait donné. Et j'ai dit, je ne serai pas là pour savoir s'ils mènent des cerises ou pas. Mais je prenais bien des risques parce que... Si tu avais été surveillé. Eh oui. Ah, il aurait fallu qu'ils attendent 2 ou 3 ans pour voir Oui, il l'arrivée aurait des fallu que cerises. j'attende 2-3 ans, mais j'y tenais pas, hein, aller voir donner des cerises. Oui, donc c'était C'était une petite vengeance. un petit sabotage que j'avais imaginé. Le commando était commandé. On n'était que 2 Français et les autres c'est tous des Wallons. Et à un moment donné, les puces se sont mis dans le commando, c'était un ancien théâtre. On était les uns sur les autres avec des lits superposés et on y était pile dedans. On était quand même une trentaine et 15 lits, ils se touchaient tous. Des planches. Oui, à 2 places.
Et impossible, on mettait nos couvertures dans une petite ruisseau qui coulait pour loin là. On les attachait dedans, on couchait sur un feu. Et les puces, on ne pouvait pas venir à bout et il y en avait toujours autant. Et un jour, un Belge nous dit, moi, si le patron veut me laisser faire, moi je vais les tuer toutes. Hein? Mais on peut toujours lui demander. Alors on lui a dit, voilà, et si vous me laissez mettre une chantier de fumier dans notre commando, des fumées de cheval, je vous garantis que les puces partiront toutes. Ça, je vous le garantis. Parce que les puces n'aiment pas l'odeur du cheval. Et ils l'ont laissé faire. Alors, on a mis le fumier un peu partout, sous les lits, partout, on a éclaté du fumier. Et on a laissé 24 heures. Au bout de 24 heures, on l'a ressorti, mais on n'y couchait pas, on couchait dehors. Quand on est revenu, on a nettoyé la chambre, pas une puce, et on n'en a pas revu une. Rien que l'odeur, ça les a fait partir. Mais il a dit, moi je le savais, qu'il dit que les puces n'aimaient pas l'odeur du cheval. L'adjudant, Feldwebel, allemand, qui savait que nous parlait des femmes qu'il avait connues à Verdun. Hein. Mais il était brave comme tout. Et on n'avait pas grand-chose à manger, alors on le lui a dit à cet adjudant, ce vieux, quoi, à l'époque, c'était la guerre 14. Il a dit, vous allez nettoyer un seau des chevaux, là. Et moi, je vais aller aux cuisines des Allemands, et il y a toujours des restes, je vous emporterai. Alors, quand il est revenu avec un seau d'eau de 10 litres de haricots. Plein d'haricots. Plein d'haricots. Et bien, on n'était que 4 ce jour-là, on s'est mis tous les 4 assis autour du seau d'haricots, on l'a tout mangé, à 4. Mais on a été malade, on a failli crever tous les 4. C'est que ça n'a pas passé comme la salade. La salade m'avait pas bougé, mais ça, rappelez-vous que on avait un estomac qui pesait. Hein. Oui, avant d'être désigné pour aller dans les fermes, on nous emmenait tous les jours dans une caserne qui était à côté de notre commando, là, notre chambre où on était. Une fois c'était pour charger du fumier dans des wagons, une autre fois c'était pour bêcher un coin de jardin. Et le jour qu'on a bêché pour planter de la salade, le ravitaillement n'est pas soi-disant arrivé. Alors rien à manger à midi, rien. Oh, moi je dis aux copains, écoutez, le patron était venu, il avait demandé qui c'est qui sait planter la salade. Moi je lui ai dit, moi je la planterai si vous voulez. Ils m'ont donné une grosse botte de plants de salade, et il est parti, mais la soupe n'arrivait pas. Et j'ai dit aux copains qui étaient avec moi, j'ai envie de la manger cette salade, vous n'en avez pas envie vous autres? Je sais pas, tu crois bien que ça, tu vas pas avaler ça. Et il y avait des groseilliers, c'était au mois d'avril, qui étaient encore pas mûrs, qui étaient bien acides. Je prenais un grain de groseille et un pied de salade. Et bien j'ai mangé tout le paquet. Les copains me disaient, tu vas te faire mettre en prison. Et dis, penses-tu qu'ils vont me mettre en prison pour ça? Ouais. Des fois. Voilà que le patron revient. Et vos salades, ça se disait comme ça. Où est la salade, ça voulait dire. Alors j'ai fait signe, je l'ai mangé. C'est vrai, ça? Elle dit, oui, je l'ai mangé. Il n'y a rien à manger, moi j'avais faim, je l'ai mangé. Il est parti en rigolant. Après, il s'est dit, ça y est. Tu vois, j'ai dit aux copains, ils vont me chercher un morceau de pain, vous allez voir. Oui. Et j'aurais gagné ça. Oui, et demi-heure après, il est venu avec un autre paquet de salade. Pour que je la plante devant lui. Hein. Et il est resté planté, lui aussi. Ah, là, celle-là, j'ai pas pu la manger.
Et ton premier patron? Il était communiste. Et il était fier de le dire. Et il me faisait comprendre que Hitler pouvait bien aller faire la guerre où il voudrait, mais il l'aurait jamais. Parce qu'il avait fait faire 18 mois de camp de concentration. Et qu'en sortant, il avait fait un plongeon de dessus un pont, et il s'était pété le tampon. Et maintenant, il n'entendait plus. Mais il entendait ce qu'il voulait. Hein? Parce que au jardin, à la saison des plants, les femmes s'en faisaient la queue pour venir chercher des plants. Toutes celles qui venaient, qui disaient à Hitler, on allait dire bonjour, mais c'était le bonjour de l'époque. Et bien, il n'entendait rien, il n'arrêtait pas de travailler, il ne regardait pas, rien. S'il en venait une, Good Morgen, ah, Good Morgen, Frau. Il fallait être fort pour qu'on puisse rire maintenant, mais quand vous ne ferez pas. Dis donc, le maire lui avait fait faire une collecte de vieux effets quand ils ont été faire la guerre en Russie. Et il fallait beaucoup de vêtements. Alors il en avait fait un plein sac. Il nous l'a porté dans le commando et il nous a dit, tout ce qu'il y a de bon, vous le prenez. Hein. Les guenilles, on va les laisser pour les soldats allemands. Le lendemain, on se promenait avec des pantalons, ce qui était bon. Et les gens, ils avaient peut-être reconnu que personne n'a osé rien dire, petit. Alors, je vais dire, moi je ne vous fermerai pas. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'on habitait une maison, on habitait le rez-de-chaussée qui avait 4 pièces, et les 4 pièces d'au-dessus, c'était une femme avec 5 gosses. Alors s'il fermait la porte à nous, il a fermé la femme. Oh, ben, il ne pouvait pas. Mais à ce moment-là, tout était permis. C'est-à-dire qu'elle aurait une clé, elle. Bien sûr. Si elle avait voulu le fermer. Mais il a dit, vous ne voulez pas vous en aller, vous ne voulez pas essayer. Vous savez bien avec moi qu'il dit, restez tranquille. Bon, je serais tranquille. Aucun n'a essayé de s'en aller. Parce qu'on était loin quand même, il fallait être entrepreneur pour venir Les évader, c'est bien on puisse évader de la frontière cas. polonaise, s'évader. Il y avait des risques. Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Et t'en as connu qui se sont évadés? Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. J'étais chez le jardinier là, et à la saison, l'hiver, quand les étangs étaient gelés, on allait couper des roseaux dessus pour faire des couronnes. Ils faisaient tout avec ce qu'ils avaient aussi. Et il y avait une jeune fille qui travaillait chez le jardinier, là, Elga, elle s'appelait. Et on revenait, on allait en vélo. On revenait avec ces gros paquets de roseaux sur le vélo. Et il y avait une petite côte. Elle ne pouvait pas monter. J'ai eu le malheur de la pousser. J'ai failli faire aller le patron en prison. Ah oui? Ouais. Manque de respect? Et oui, parce que il ne m'avait pas surveillé. Et c'était pour passer sur un passage à niveau. Et il était gardé par des soldats. Et les soldats l'avaient vu. Ah. Alors pour le petit, ça a fait un scandale qu'un prisonnier français donne un coup de main à une jeune fille allemande à monter ce morceau de côte là. Confidence, entre nous, il dit qu'est-ce que c'est cette lettre? Une lettre écrite, j'ouvre l'enveloppe, une lettre écrite en allemand. Alors, moi, je ne comprenais rien, je vais vite porter ça au père Brodel. Je dis, je ne sais pas d'où ça vient. Il était un courrier d'Allemagne. Enfin, il m'a souri légèrement, il me dit, c'est peut-être une connaissance. Et le fait est, c'était une chose, mais il n'a pas pu, c'était une amie qu'il avait de là-haut, mais il n'a pas pu traduire la lettre, alors il n'a pas tout compris. C'était quand ça? Ah ouais, c'était, il y avait 2 ans quand il s'est marié à peu près. Et alors moi j'avais une amie à la chapelle qui était professeure d'allemand. Et je lui ai porté la lettre.
J'ai dit, tu veux bien me remettre ça en français, s'il te plaît? Ben d'accord, elle me l'a traduit tout de suite. Et à moi-même, j'ai dit, s'il y a quelque chose d'inquiétant, il faut que je me mette sur mes gardes. Mais non, il n'y avait rien, que de bonnes pensées. Du passage qu'il avait fait dans le quartier. Moi, je passais mon ventre avant tout. Et c'est vrai qu'elle me faisait des petits avantages comme ça, elle me portait un petit morceau de viande de plus, un petit morceau de gâteau quand elle en faisait. Elle était gentille. Elle était gentille, quoi. Mais que, quand même, moi, je m'étais attaché à cette femme-là. Mais bien sûr. Hein? Et elle n'était pourtant pas attirante parce que c'était une vendiche, ça avait été des importés en Allemagne et ils avaient gardé le costume. Ah oui? Alors elles étaient habillées jusque par terre. Mais c'était un pays vendiche, c'est quelle population? Et elles avaient une grande floque sur la tête comme les Alsaciennes. Mais au lieu d'être derrière, oui, les Alsaciennes l'ont dessus et elle l'avait derrière là. Ah, c'est compliqué. C'était difficile à les approcher. Eh bien, oui, c'était pas difficile. Enfin, pour en faire ce que j'en faisais. Mais j'en avais tiré, comme je te dis, de bons morceaux, quoi, quelques petits morceaux, et ça comptait. Par contre, bien sûr que j'en avais d'autres que c'était pas pareil. Hein? C'était normal. Mais je ne m'étais pas attaché avec celle que j'avais fait l'amour, c'est le cas de le dire. Mais je m'étais attaché à celle-là. Aussi? Oui. Plus Parce qu'elle était vraiment gentille. Hein? C'était plutôt une amie. Et quand les Russes sont venus, alors là, je lui avais tiré une belle épine du pied. Parce qu'elle était restée, et moi avec un copain aussi, on était restés pour soigner les vaches. Là. Et les Russes, tu sais que c'était des sauteurs. Hein. Ah, ils cherchaient que ça. Ah, et en arrivant, ils arrivent dans la cuisine, et ils commencent à monter les escaliers pour monter en haut, et ils lui faisaient signe d'y aller. Moi, je la prends par-dessus mon bras, et je lui dis, das ist meine Frau, c'est ma femme. Et le petit, moi j'ai dit, je prends bien des risques, il a un revolver, moi j'en ai pas. Hein. Il peut me foutre un coup de revolver et dire, va te faire voir où tu voudras. Eh bien, il est redescendu et il l'a laissé tranquille. Ah, mais elle a voulu me le rendre, ça. Ah, mais c'était normal, hein. Il fallait bien passer quand même en reconnaissance. Oui, oui. Alors, on est parti après, puisque le village était parti, c'était exodé jusqu'à... on était presque à Dresde. On y a été en vélo, ensemble, avec le copain et elle, et la vieille qui était là. La vieille venait avec un cheval. Et le soir, quand ils étaient tous couchés dans une grande grange, tout le village y était là. Alors elle est venue me dire, ce soir, j'ai réservé cette petite chambre, il y avait une chambre pour mettre, je sais pas, le grain ou je sais pas quoi. Tu viens d'accoucher avec moi. Ah, elle s'est offerte. Oui. Eh bien, dis donc. Et alors? Oui, elle voulait me rendre ce que j'avais fait pour elle. Le service, tu lui avais rendu. Et j'y suis allé me coucher avec elle. Mais je ne l'ai pas touchée. C'est pas possible. Oui, c'était pas possible parce que... C'était pas possible. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et tu me dis ça aujourd'hui. Oui, oui. Combien de temps après? Enfin, je l'ai touchée, mais je n'ai pas fait l'amour avec elle. Et c'est comme ça qu'elle s'était attachée à moi. Et alors, c'était pas elle qui avait écrit, c'était sa sœur. Et moi, je ne m'étais jamais attaché à celle que j'avais fait l'amour. Ah ben, voilà. Et j'ai fait le contraire des autres. Et je m'étais attaché à celle-là. Peut-être un mois avant que les Russes, on savait qu'ils étaient en Pologne, mais ils n'étaient pas encore en Allemagne. Et je continue. Oui. Oui.
Et un jour, notre patron nous dit il faut débarrasser une grange là parce que on va avoir une visite de beaucoup de monde. Et on a enlevé la paille qu'il y avait dans la grange. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a vu? Un troupeau de femmes avec une couverture sur la tête, une planche avec une bride dessus pour la tenir, la planche, et qui s'amène en se traînant plutôt qu'en marchant. Alors, quand elles étaient 200, et quand la moitié était rentrée dans la grange était pleine. Alors, quoi faire alors, on va dire, le patron qui avait quand même du cœur a dit on va débarrasser notre grange pour mettre les autres là. Bon, on commençait, les SS qui conduisaient cette armée de femmes là, nous disent non, on n'a pas besoin d'autres granges, pas besoin d'autres granges. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés avec une cravache à deux dans le tas de femmes, c'était le cas de le dire, et ça criait, ça gueulait, ça pleurait. Et finalement, quand ils sont sortis, ils en ont mis 100 de plus. Et les pauvres femmes étaient les unes sur les autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'était le samedi, un samedi. Et le patron lui dit, mais c'est qu'elles vont rester jusqu'à lundi. Alors, on ne peut pas les laisser crever de faim, elles n'ont pas l'air d'être tellement bien nourries. Alors, on leur a demandé, nous, il y en a quelqu'une qui parlait français. Mais on lui a dit, mais qu'est-ce que c'est ces femmes-là, d'où vous venez? Ah ben, c'est pas compliqué. Notre plus grand défaut, c'est d'être juive. Et on nous avait occupés dans des usines qui travaillaient pour l'armée en Pologne. Mais maintenant que les Russes s'emmènent en Pologne, ils nous font fuir. Mais vous savez, il y en a une qui parlait français qui a dit à un Allemand, là, dites, s'il vous plaît, tuez-moi ma fille. Et l'Allemand, c'était un hitlérien comme il n'y en avait pas. Il avait quand même les larmes aux yeux. Et pourquoi? Warum, il est en allemand. Mais parce qu'elle a 7 ans, elle ne peut plus suivre, et avant je pouvais la porter, mais maintenant je ne peux plus. Je suis trop fatigué, je ne peux plus la porter. Et bien quand même, l'Allemand hitlérien a eu les larmes aux yeux. Et nous les Français, on lui a dit, ah tu vois, comment ton Hitler il arrange les femmes. Hein? Ça c'est de la guerre, hein? Et de la propre guerre. Enfin, bref. Et le patron a fait tuer une vache, et on l'a fait cuire dans des chaudières, il y avait pour les bêtes avant, et c'est pour la distribuer. C'est que c'était un troupeau de femmes qui affamaient. Les affamés. Il y aurait eu que les plus hardis qui auraient mangé. Alors il y avait un bâtiment qui avait un couloir tout le long. On les faisait rentrer dans le couloir, elles marchaient tout doucement, et à la sortie, on leur donnait un bol de bouillon et un morceau de viande. Et il n'y avait pas de pain, bien sûr, il n'y en avait pas pour les Allemands à l'époque, alors il n'y en avait plus. Et elles étaient heureuses, les bonnes femmes, mais on voyait bien qu'il y en avait quelqu'une qui ne pouvait pas aller bien loin. Le lundi est arrivé, avant de partir, toutes celles qui se traînaient, qui avaient l'air de ne pas pouvoir marcher, il les a emmenées sur le bord d'une carrière, et ils en ont fusillé au moins 50. Et elles sont tombées dans cette carrière et elles sont parties. Les autres qui pouvaient marcher sont partis. Et c'est nous, les anciens prisonniers, qu'on était là, à 6 qu'on était, qui on a été chargés de recouvrir ces corps de femmes. Mais c'est pas sans les larmes aux yeux. Hein. Rappelez-vous que ça fait une belle leçon de civisme.
quelques jours après, on a entendu dire que la guerre allait finir parce qu'ils arrivaient en Allemagne, les Russes. Arrivaient en Allemagne. Mais s'ils étaient en Pologne, moi c'était pas loin. Bautzen, c'était à 50 km de la frontière polonaise, où j'étais. Alors, on a attendu qu'ils viennent, et quelques jours après, voilà deux Russes qui viennent, et puis moi, le petit blouson là, et il voulait, on aurait dit qu'il voulait tout avaler. Alors ils nous disent à nous, écoutez, vous connaissez bien le village, vous allez passer devant et ouvrir les portes des maisons, nous on va regarder s'il reste des soldats. Bon, avec un copain, on n'est resté plus que deux parce que le village avait évacué, on était resté pour nous soigner les vaches, mais on a bien mal employé notre temps. Enfin bref. Alors il y avait un gastoff, là, un café. On ouvre la porte du sous-sol, deux soldats allemands qui étaient au fond et qui levaient les bras tous les deux. Alors ces deux Russes sont rentrés, un revolver chaque main, et ils les ont fait sortir. Et à notre stupéfaction, on a compris que c'était 4 Polonais. Les deux Allemands, c'était deux Allemands, deux Polonais qui avaient été volontaires dans l'armée allemande, et les deux Russes, c'était deux Polonais volontaires dans l'armée russe. Alors, j'aimerais vous dire que les deux Polonais russes, qui étaient dans l'armée russe, ils étaient les vainqueurs, les autres étaient les vaincus. Et ils me les ont mis à ne pas pouvoir se lever à coups de cravache. En les traitant de salauds, de traîtres, de vendus. Oui, bref. Et après, quand ils nous ont dit, il faudrait que vous veniez avec nous, parce que vous voyez le bois en bas, là, il y avait un bois qui était peut-être à 800 mètres, 1 kilomètre. Et au bout là, du pré, il y avait un bois. Il me dit, nous, les batteries de l'artillerie sont là-bas. Alors il faut qu'on les amène là-bas. Et vous allez venir avec nous. On est parti avec le copain, arrivé là-bas. Mais c'était des loups après des moutons. Tous voulaient taper sur ces Allemands. Ils les ont attachés à une chaîne. Et toute la compagnie de Russes, là, les a mis en hachis. Oh. Et tenez-vous bien, c'est qu'on s'est regardé avec le copain, et on a dit, mais c'est des gens qui sont complètement fous, ça. Et ils vont nous prendre, ils vont nous attacher aux chaînes. Et c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Alors on s'est mis à dire qu'on était des Français. Et tout d'un coup, pour moi c'était un miracle, pour nous deux c'était un miracle. Quelqu'un qui nous crie, vous êtes Français? On dit, oui, on est des Français, des prisonniers français qui travaillaient là-bas dans la ferme. Il me dit, moi j'ai fait mes études, c'était un capitaine dans l'armée russe. Moi j'ai fait mes études à Saint-Cyr, savez-vous c'est Saint-Cyr l'école? Et c'est pour ça que je suis resté 3 ans, j'ai appris le français. Eh bien vous savez, il nous a dit, vous êtes bien mal tombés, parce que vous savez, ces Russes-là viennent d'une région très pauvre en Russie, parce qu'il y a des régions riches, mais il y en a de pauvres en Russie. Et ils sont capables de vous attacher, mais moi je veux vous surveiller. Et bien, heureusement, on se regardait avec le copain de dire quelle chance qu'on a d'avoir trouvé quelqu'un qui parle français et qui veut nous défendre. Il nous a dit, vous voyez, ils sont tous illettrés parce que c'était pas peuplé où ils sont, et il fallait faire 50 km pour trouver une école. Alors ils sont tous illettrés. Et tous ceux qui ne parlent pas comme eux, c'est des ennemis. Voilà.
Voilà le résultat. Et de ce temps-là, les Allemands ont contre-attaqué. Un avion est venu bombarder la position d'artillerie. On s'est fourré sous un tank là, avec le copain. Et ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Il est tombé 2-3 bombes et puis ils sont repartis. Mais avec le copain, on s'est regardé. Mais dis donc, maintenant, pour sortir de là, hein, si on ne trouve pas notre officier qui parle français, là, on va nous attacher à ce coup-là à l'arbre là-bas. Eh bien, on avait passé des bottes de dessous notre tank là, on avait passé quelqu'un avec des bottes. On lui a crié, on est là, on est là. Ah, je vous cherchais, il a dit, je vous cherchais. Et je vais vous accompagner, vous étiez dans la ferme là-bas, je vais vous accompagner à moitié chemin. Et je vous conseille de chercher des vélos, parce qu'il y en a dans des pleins fossés maintenant, des vélos. Mais c'est vrai. Et puisque votre village a évacué, allez rejoindre votre village et laissez tomber les vaches. Et il nous a bien aiguillés parce que c'est ce qu'on a fait. On a trouvé chacun un vélo et on est parti à Königstein. C'était le stalag où le général Giraud s'était évadé. Et c'était pas loin de Dresde, enfin bref. Et là-bas, on a retrouvé notre village, on leur a raconté notre histoire, qui a passionné tous ceux qui nous... Bien sûr, il y avait 3 ans, 4 ans presque qu'on était dans cette ferme-là, qui était un ancien séminaire avant la guerre. Et on était connus de tout le petit village qu'il y avait autour. Et ils nous ont dit, mais d'où venez? On leur a raconté notre exploit. Et bien, ils disaient, c'est quelque chose de beau, là, ça. On n'y reviendra pas, nous, parce que si ces gaillards restent là-bas, on n'y revient pas. Ah, mais ça s'est calmé. Eh bien, nous voilà rangés dans une grange, et le lendemain, il y avait un voisin là, du village qui conduisait les chevaux, et moi j'avais conduit quelquefois des chevaux avec lui. Il me dit, c'est toi qui sais conduire les chevaux, tu veux pas venir à Dresde? C'était pas loin de Dresde. On va aller chercher des ravitaillements. Oh, je lui ai dit, ça me fera une sortie, je peux bien y aller. Ouais. Arrivé à la gare de Dresde, je ne sais pas si on a entendu parler du bombardement de Dresde, du bombardement de Dresde, mais il y a eu 100 000 morts. On a vu des avions qui semaient la chaux sur des cadavres qui jonchaient le sol. Jamais j'ai vu ça. Pour aller à la gare, où on allait chercher des ravitaillements, il y a un pont qui passe sur l'Elbe. On passe... Et donc, j'avais passé le pont qui est arrivé à la gare, et arrivé au bout, un de mes chevaux tombe raide par terre. Ouais. J'ai pas pu voir si c'était d'en haut ou d'en bas, mais je prétends que c'était d'en bas parce qu'il saignait sous le ventre. Il avait dû monter sur une petite mine ou quelque chose comme ça. Mais enfin bref, l'histoire c'est que j'avais plus qu'un cheval. Et je cherchais mon Allemand pour lui dire que je repartais moi, hein. Je ne restais pas là-bas. Mais je ne l'ai pas trouvé, il était déjà parti. Hein. Et il m'attendait un peu plus loin sur la route pour me faire voir une route qui raccourcissait pour rentrer. Et heureusement. Et je lui ai dit, j'ai qu'un cheval, l'autre est crevé. Et il n'en revenait pas, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui a éclaté. Et ça me l'a tué du coup. Alors j'ai eu que le fait de prendre mon couteau, couper les harnais, puis me débarrasser de lui. Eh bien, t'as bien fait, il me dit. Bon, regardez. Alors nous voilà revenus sans ravitaillement. Heureusement que je crois que c'était un officier qui était au camp de Königstein, qui s'était occupé de nous ravitailler. Et il s'était occupé en même temps de regrouper les Français pour repartir. C'est ce qui me faisait le plus plaisir, certainement. Et en effet, attends, je cherche.
en a trouvé une centaine qu'on était, et il nous a amenés sur le bord de l'Elbe, dans une petite ville, où les Russes nous attendaient pour nous faire danser. Ils avaient mené un orchestre, et tenez-vous bien, c'est parce que il y avait une cour qui avait été piochée, creuser des tranchées anti-chars dedans. Et il fallait danser là-dedans. Mais il n'y a pas eu d'amateurs. Tout le monde a préféré se reposer. Et ils nous ont tenu un 3 soirs en nous disant qu'ils allaient faire une fouille dans nos valises pour savoir si on avait des armes. Et si on avait des armes, on était fusillés d'abord. Ah, ça ne s'entraîne pas. Heureusement que personne n'avait d'armes. Mais moi j'en avais une, mais je ne vais pas dire ce que c'était. C'était un fusil que j'avais pris à mon patron. Je l'avais caché dans un plancher chez lui. Et il n'y avait que moi qui le savais. Alors j'ai mesuré s'il pouvait rentrer dans ma valise parce que c'était un fusil à 3 coups. Et je me disais, avec ça, je prenais un permis et je pourrais peut-être chasser en France. Mais ça m'a fait peur. Et j'ai dit, je ne vais pas te fusiller parce que ce fusil, je suis allé au water et je l'ai enfoncé dans les excréments. Et il est pourri là-dedans. Bon, alors, ils avaient fait une passerelle en bois sur l'Elbe, et d'un côté, il y avait Staline, où j'étais moi, et de l'autre côté, c'était Roosevelt, en grand. Et là, on a passé même, on chantait en passant la passerelle. Hein. Et arrivé de l'autre côté, il y avait un train qui nous attendait. Mais ce n'était pas un train de wagon de marchandises, à bestiaux. C'était un train à voyageurs. Et dans chaque compartiment, il y avait de quoi manger et boire. Et de bonnes choses. Alors on a dit là, le régime change, parce que le temps qu'on avait resté avec les Russes, on n'a mangé que de l'orge décortiquée, rien que ça. Et là, vous pouvez compter qu'il y en avait de ces pleines marmites et on n'arrivait pas à les manger, parce que quand vous en avez mangé un peu, ça bourre d'abord et puis ça finit pour vous dégoûter. Hein. Ça talonne. Il fallait avoir faim pour manger ça. Enfin, ils nous donnaient ce qu'ils avaient sans doute. Ils n'avaient pas guère mieux pour eux. Et alors, on s'est ravitaillé donc dans les trains et en chantant, on est parti pour la France. Et me voilà de retour. Mais avec mes péripéties, je peux dire que j'ai passé près de la mort plusieurs fois.